Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On essaye de partager rapidement et on n'en a pas pour longtemps. Donc, faut qu'on prenne le maximum de personnes possible avant que les gens là ne nous coupent le live. Oui, parce que c'est pas évident de faire des lives tous ces temps-ci. Déjà, c'est très difficile parce que notre page que vous connaissez très bien, la page Max Senior Ivoire, a été bloquée samedi passé. Donc du coup, on était obligé de créer une autre page, Max Senior officiel. Donc je vous invite à vous abonner massivement quand on récupère l'audience qu'on avait déjà forgée là-bas. Donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que j'ai beaucoup de choses à dire à mes compatriotes. J'ai beaucoup de choses à dire à mes frères camerounais et beaucoup plus aussi à nos frères militaires, nos frères, les hommes en tenue là. J'ai un message pour vous. Donc, si tu as un frère qui est dans l'armée, si tu as un frère qui est général, si tu as, tu as un père ou un frère, oui, qui est général, ou alors tu as une sœur, tu as de la famille dans l'armée, tague-les, envoie-leur la vidéo aussi, demande-leur de venir écouter, tout simplement, parce que je ne vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, c'est que nos frères militaires n'ont pas la bonne information. En réalité, ils n'ont pas la bonne information. Vous voyez un peu, ils sont en train de subir également, comme le peuple camerounais là-bas au pays, un lavage de cerveau. Donc, ils n'ont pas la bonne information. On les envoie, on leur dit, ces gens-là font comme ça, ils font ceci, ils font cela. Et puis, ils s'en vont seulement, ils obéissent aux ordres et puis ils se comportent comme ils se comportent. En réalité, les gars n'ont pas l'information. Et lorsque tu causes avec certains, tu te rends compte que les gars ne savent même pas ce qui se passe dans leur pays. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur pays. Ils ne sont pas informés. Même les détournements de fonds que vous entendez là. Même l'argent qui disparaît à tout moment, les militaires ne le savent pas. En majorité. En fait, ce sont leurs chefs là. Leurs chefs qui sont dans le clan de Biya qui savent. Mais les soldats même là sur qui on peut compter. Quand on, c'est-à-dire, en cas de soulèvement populaire. Ceux sur qui on peut compter, les soldats qu'on envoie faire la sale besogne, la basse besogne, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au pays en réalité. Donc, essayons de partager. On invite un max de personnes. Et puis, on commence les hostilités. Bonsoir, une fois de plus. Je me mets, c'est-à-dire, je retrousse les manches. Je retrousse les manches. Attendez, je commence déjà à bloquer les premiers abrutis là. Attends, il s'appelle comment là? Pérez Mvondo. Pérez Mvondo. Ce n'est même pas ton nom, Pérez Mvondo. Tu ne sais pas ton nom. Tu fais un faux profil, tu mets Mvondo pour venir insulter les Bamileke et que les Bamileke se mettent aussi à insulter les Bétis. On connaît déjà votre jeu là depuis. Les personnes qui ont été identifiées, qui propagent la haine tribale partout, ils ont été identifiés. Tous ces gens là. Des suppôts de Satan là, ils ont tous été identifiés. Dans les faux profils là, moi je n'ai rien à foutre de vous. Je retrousse les manches, j'arrive, partagez-moi le live. Ensuite, on va manger du chien ensemble. Parce qu'apparemment, nos militaires mangent le chien là-bas. Ils attrapent les chiens des populations là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest des Gabes. Ils préparent, ils braisent les conneries, ils mangent. Ils voient d'abord le soyaou, c'est chaud sur eux. Voilà. Hey, je vois que nous sommes déjà assez nombreux. Hein. Donc, puisque nous sommes déjà assez nombreux, mes chers frères et sœurs, je vais encore vous dire bonsoir à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tous vu ce qui s'est passé à Yaoundé, au marché central. Oui, moi-même j'étais au marché central à une époque à Yaoundé.
J'ai fait partie des investisseurs dans cet endroit. Et moi aussi, j'ai été victime de cette communauté urbaine que vous voyez là. C'est-à-dire quoi? On est dans un paradoxe terrible. Un pays, je vous assure, l'homme camerounais, c'est un homme vraiment... Non, c'est-à-dire je donne le chapeau aux gars camerounais, franchement. Un peuple quand même qui subit, mais qui n'accepte pas de se laisser faire niveau genre vie quotidienne. Les gars se battent. Ils se battent pour survivre. Ils se battent pour survivre. Ils se battent pour survivre. Regardez les mamans qui sortent le matin à 3 h du matin. Elles sortent le matin à 3 h, excusez-moi du lapsus. Elles sortent à 3 h du matin. Elles quittent, elles vont au marché Fundi. Elles n'ont pas d'argent sur elles. Hein. Elles n'ont pas d'argent. Mais elles travaillent avec la tête. Elles vont au marché Fundi. Il y a les vivres fraîches qui arrivent. Les tomates, les poireaux, les ananas, les avocats. Quand c'est les périodes, les mangues, les prunes, les pastèques et autres. Quand le grossiste là, quand il quitte du champ, il arrive là-bas au marché Fundi, des vivres fraîches. Ceux qui sont là-bas, ils vont savoir de quoi je parle. Ils arrivent, les vendeuses là viennent avec les paniers et leurs trucs. Elles récupèrent la quantité qu'elles peuvent récupérer. Vous voyez un peu? Et puis elles s'en vont exposer. Donc le temps de faire toutes les tracasseries là, il est déjà 7 h. Elles s'en vont exposer dans les comptoirs. 7 h 30, tout ça, le marché ouvert, les gens commencent à arriver. Les mamans là vendent. Quand elles vendent, elles récupèrent maintenant l'argent du grossiste là, c'est-à-dire du monsieur. Il revient le soir faire peut-être il vient faire sa collecte tranquillement. Ou alors le matin quand il vient avec d'autres marchandises. Donc elles vendent. Peut-être si elle a pris peut-être les pastèques de 10 000 francs, elle va vendre peut-être à 13 000. Elle n'a pas pris, elle a pris à crédit, hein, elle vend à 13 000 francs. Ensuite, les 3 000 francs qui sont en haut, elle va payer les tickets du marché et tout ce qu'elle peut payer. Le reste, elle met dans sa poche. Elle garde les 10 000 francs qu'elle va remettre au monsieur quand il va venir récupérer son argent. Donc, pour dire quoi, elle sort du matin de chez elle. Elle n'a pas 5 francs dans la poche. Il y a une possibilité. Elle part, elle prend les marchandises au monsieur de 10 000 francs. Elle expose. Elle vend à 13 000 francs. Elle a un bénéfice de 3 000 francs. Elle attend, le monsieur revient. Elle lui remet les 10 000 francs. Elle garde ces 3 000 francs avec lesquels elle va faire elle va les faire manger à ses enfants. Et c'est comme ça tous les jours. Il y a des jours où elle peut gagner 1000 francs, il y a des jours où elle gagne 800, il y a des jours où elle gagne 1500, il y a des jours où elle gagne 3000, ça dépend. Elles exposent partout là. Et les gens viennent acheter tout au long de la journée. Voilà donc une histoire démoniaque qu'on appelle Awara. Awara, que vous entendez là, c'est le nom que les vendeurs à la sauvette ont donné à ces brigands bandits là. Formés par Gilbert Timiévouna, qui est parti dans les quartiers ramasser les anciens balours, des personnes qui ont déjà raté leur vie. Ils ont passé leur vie au quartier à racketter les petits garçons, les petites filles. Ils ont passé leur temps au quartier à ne rien foutre. Timiévouna est parti les ramener, venir mettre dans une unité qu'il appelle unité spéciale de la communauté urbaine de Yaoundé. Le travail de ces gens, normalement, était de contrôler, n'est-ce pas, que les commerçants ne débordent pas les marchés. C'est devenu autre chose parce qu'ils ont découvert qu'ils peuvent racketter les commerçants. Les gars quittent de chez eux, ils ont commencé, ils viennent, ils disent n'exposez plus en route, n'exposez plus en route, ils ramassent les marchandises des gens, ils ramassent les marchandises des gens, ils partent à la communauté, à la voirie urbaine avec. Quand tu arrives maintenant à la voirie urbaine pour récupérer ta marchandise, la taxe qu'on te demande de payer pour la marchandise, là, dépasse la marchandise au moins 3 fois. Ça veut dire que tu as la marchandise, que tu devais vendre la marchandise de 5 000 francs. Tu devais vendre à 7 000, avoir ton bénéfice de 2 000. Tu pars à la communauté urbaine, on te dit que si tu vends encore ta marchandise, tu n'as qu'à payer 10 000. Tu n'as qu'à payer 15 000. C'est comme ça là que tu abandonnes. Puisque tu devais pas dépenser 15 000 ou 10 000 francs pour une marchandise de 5 000 francs. Tu abandonnes ta marchandise. Le problème, c'est que ça devient récurrent. C'est-à-dire, chaque fois, ils viennent, ils ramassent, ils bottent, ils tapent les gens, ils portent les marchandises, ils s'en vont avec.
Chaque fois, le jour où ils viennent là, que votre tête les énerve, ils écrasent les marchandises avec les camions. C'est-à-dire, ils montent sur les marchandises. Imaginez donc la maman là, qui est sortie le matin, elle a pris le crédit de 10 000. Elle a pris le crédit de 10 000 francs. La marchandise à crédit, 10 000 francs. Elle expose pour vendre afin de rembourser. Hein? Les gens viennent écraser. Ça veut dire qu'elle est déjà dans les dettes de 10 000 francs. Le lendemain, elle parle à son fournisseur comprend. Il lui donne encore la marchandise. Les gens la viennent encore écraser. Donc, ils font ça quotidiennement. Un gouvernement qui n'arrive pas à donner des emplois aux gens. Mais malgré ça, les gens se débrouillent. Je vais vous raconter une petite histoire. Excusez-moi un peu, je vais rapidement baisser le truc. Voilà. Donc, voilà dans le quotidien des vendeurs à la sauvette. Les gars d'Awara là sont arrivés à un niveau où tu marches même avec ton truc de cigarette, comme les gars qui vendent les cigarettes dans les cartons, les trucs. Tu marches avec ton plateau de beignets, donc tu es vendeur ambulant. Les gars te tamponnent en route, ils te tabassent, ils prennent tes marchandises. Les gars partent à Olezoa, là où les gars là exposent souvent les lits, ils exposent les canapés, ils partent ramasser tout ça. Ils ramassent le tout, ils partent à la communauté urbaine, les gars se partagent le butin. Les gars arrivent à l'avenue Kennedy. Les vendeurs à la sauvette des téléphones portables et tout. Les gars ramassent tous les téléphones portables des gars. Ils ramassent tout. Ils tabassent les gars avant de ramasser les téléphones des gars. Imaginez un comptoir de téléphone comme ça. Les gars viennent porter ça, ils versent dans le camion. Après, ils arrivent à la communauté urbaine. Les gars se partagent le butin. Ils se partagent et ils font ça avec la complicité de la police. Déjà, c'est le délégué du gouvernement Timiouna qui les envoie. Imaginez, quelqu'un a un plateau, il y a les gars qui n'ont pas la possibilité de payer des boutiques, donc ils exposent les téléphones sur les trucs comme ça là, en route. Ceux qui sont là-bas en face Orange, à l'avenue Kennedy et autres là, ils savent comment ça se passe. Les gars partent acheter les téléphones, parfois ils achètent des téléphones seconde main, ils exposent pour revendre. Tu as un plateau de téléphone comme ça, tu as peut-être 20 téléphones. Chaque téléphone a une valeur peut-être de 30 000 francs. Ça te fait un 600 000 francs sur le plateau. Les gars viennent, ils vous encerclent, ils vous tabassent. Ils ramassent vos téléphones. Ils ramassent comme ça peut-être 10 plateaux de téléphone. Ça fait qu'une personne a perdu ses 600 000 francs. Comme ça en une journée. Quand tu quittes pour partir maintenant là-bas où tu peux payer l'amende, ou c'est payer l'amende de 50 000 ou quoi pour récupérer tes téléphones, les gars t'attrapent encore, ils te foutent en cellule. Ils te disent qu'ils ne savent pas là où c'est parti, machin, ils ne savent pas. Pourtant, ils ont pris tes téléphones. Ils ont mis dans les poches. Ils sont partis donner à leurs petites. Ils partent après, ils vont vendre les autres et se mettre de l'argent dans la poche. C'est le travail des Awara au Cameroun. Que ce soit à Douala, à Yaoundé, partout. C'est leur travail. Ils calculent, ils viennent, ils ramassent les marchandises et après on ne voit plus jamais. Quand on parle un peu trop, ils ramassent un peu les marchandises. Après les gens partent, tu entends que quelqu'un a un peu récupéré quelqu'un. Devant mes yeux, une maman avait son plateau. J'ai dit le plateau. Vous connaissez les poissons fumés qui sont un peu enroulés là. Vous savez combien ça coûte, non? Les poissons fumés là. La maman avait pris, les poissons fumés étaient pleins dans le plateau. Une autre maman avait la bassine, les ignames jaunes. Les ignames jaunes bouillis. Les ignames jaunes bouillis. Vous savez combien ça coûte, les ignames jaunes? La bassine. Donc, elles étaient assises à côte au marché central là-bas. Elles étaient en train de vendre. Rien que le simple truc de poisson fumé là, les poissons fumés, les femmes elles connaissent très bien le poisson fumé là. Il y a les cellules fumées dedans, il y a les trucs dans le mâchoiron fumé, c'est enroulé souvent comme ça là. Les gars sont venus, ils ont porté, attendez un peu, je bloque un peu, ils ont porté les plateaux de ces mamans, ils sont partis avec. Imaginez combien ça coûte. Quand les mamans là sont arrivées à la communauté urbaine, on les a fait asseoir au sol. On les a menacés. Les gars s'asseyent et ils sont en train de manger les ignames de la maman. Les autres prennent les poissons fumés, là, ils disent que je vais donner ça à ma femme. Je vais, machin, on vous dit de ne pas vendre en route, vous vendez en route. On vous dit de ne pas vendre en route, vous vendez en route. Quel argument? Quel argument? On vous dit de ne pas vendre en route. Vous avez donné du travail à ces personnes.
Les mamans qui sont obligées de se battre comme ça pour nourrir. Quand vous portez un plateau d'igname, un plateau de poisson fumé là comme ça, vous partez avec. Vous savez combien d'enfants vous mettez affamés? Parce que quand la maman là, allait avoir son bénéfice de 3 000, elle allait aller acheter un peu de riz, un peu de poisson, un peu d'arachide. Elle fait le riz avec la sauce d'arachide, un peu de piment. Les enfants qu'elle a à la maison mangent. Peut-être la maman a 5 enfants, peut-être la maman a 6 enfants. Les enfants mangent et elle va peut-être le lendemain donner l'argent des beignets pour que les enfants aillent à l'école. Et elle va recommencer le même processus parce que c'est la suivi. Elle recommence le même processus. Donc si elle a eu le bénéfice de 5 000, le lendemain c'est fini. Parce qu'elle va donner l'argent des beignets des enfants. Elle va préparer les enfants, le lendemain c'est fini. Elle recommence le même processus. Donc, vous tuez comme ça là toute une famille parce que vous avez porté un plateau d'igname. Je vais vous dire, le commerçant que vous voyez là, ne blaguez pas avec les commerçants. Parce que, je vais vous raconter ma petite histoire à moi, une petite partie de ma vie. Quand mon père m'avait donné une fois, chaque fois il me donnait l'argent de beignets, je bouffais. Un jour, il partait au village. Il partait au village pour une cérémonie et tout. Il ne devait pas être là pour 3 jours. Moi, il m'avait donné 2000 francs. 2000 francs. Il m'a dit, voilà, ça c'est ton argent pour les 3 jours là, puisque je ne serai pas là et tout, pour ton argent de beignets, de poche et tout. Chaque fois, il me donnait souvent l'argent, je bouffais. Maintenant, les 2000 francs là, quand il m'avait donné ça, j'ai réfléchi. On était en période de vacances, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais si je mange encore l'argent, si, moi qui aime les bonnes choses là, je vais même faire comment? J'avais un ami que je salue ici, bien évidemment, qui vendait au marché Mokolo. Il vendait les habits. Je suis parti le voir. Il dit que, gars, les 2000 là, il peut faire comment avec? Il m'a dit que on va causer à la maison. Le soir, je suis parti chez lui. Il m'a dit, demain matin, quand je sors à 5 h, tu viens pas. Quand on est arrivé au marché Mokolo, il y avait les déballages. Il m'a fait acheter 5. Il m'a fait acheter 5 bodys. Les bodys des femmes. Il m'a fait acheter les bodys des femmes là, 5. Les déballages là. Il m'a fait acheter les bodys des femmes. 5. À 300 francs. 300 francs un body. Il m'a fait acheter 5. Ensuite, on est parti avec le reste de 500 qu'il y avait en haut. On a donné aux tailleurs. Il y a les tailleurs qui sont juste là. Toujours quand tu vas la descendre, l'église protestante de Mokolo là. Il y a les tailleurs qui sont là-bas qui arrangent un peu les habits. J'ai donné les 5 habits. Ils ont essayé d'arranger. Ils ont fait des petits modèles et tout. Le gars m'a donné le cintre. Ensuite, il m'a branché avec un de ces petits qui fait souvent les vendeurs ambulants en ville. Il m'a dit que va avec le petit, s'il va te montrer comment ça se passe. J'ai mis les habits là sur les cintres. Moi, mon père était un homme au Cameroun. C'était un officier de police au temps d'Aïdjo. Donc mon père, il ne pouvait plus, c'est-à-dire, quand il a appris ce que j'avais fait, il pouvait devenir fou. Mais comme moi, j'aimais me battre, c'est comme ça que j'ai fait. 5 habits. J'avais 2000 francs. Je suis parti. J'ai fait le tour. Avant midi, j'avais vendu les habits là 5 à 1000 francs. Et parce que je liquidais seulement 1000 francs, je suis rentré avec 5000 francs avant midi. J'avais investi 2000 francs. Avant midi, je suis rentré avec 5000 francs. Le lendemain, je suis reparti. J'ai encore acheté. Et c'était le même processus. En un mois, j'avais déjà un capital qui me permettait d'acheter les blousons en cuir et les pantalons dignes des femmes et autres. Que je partais maintenant proposer à mes clients de boutique en un mois. De boutique en boutique. J'exposais comme ça, je montrais et puis je vendais. J'avais mon petit argent comme ça. Donc, ne simplifiez pas. La maman qui vend ces ignames là. Moi, j'étais un jeune garçon, je n'avais aucune charge. Vous voyez un peu. Mais la maman là, chaque jour, elle ne peut pas manquer ses 2000, ses 3000 pour subvenir aux besoins de ses enfants. On appelle ça la suivi. Quand on a un gouvernement en face qui ne fout absolument rien pour la population, les gens sont obligés de suivre. Alors, comment est-ce que ça se fait dans un pays comme le Cameroun, où des gens veulent se battre, les gens veulent se battre, les gens veulent faire quelque chose pour survivre, parce que le gouvernement les pousse à la suivi. Vous créez une unité.
Dans la communauté urbaine, soi-disant, les gens créent les embouteillages. Les embouteillages là valent plus que les enfants qui ne vont pas aller à l'école quand vous prenez les marchandises des gens. Vous n'arrivez pas à donner du travail aux Camerounais. C'est avec le plateau d'Ignam là que la maman là a payé l'école de son enfant jusqu'à son enfant a eu la licence, son enfant a eu le doctorat avant de ne pas trouver le travail. Oui, c'est avec l'argent des poissons fumés là que la maman a payé l'école à ses enfants. Ses enfants ont fréquenté jusqu'à finalement ils n'ont pas trouvé de travail. J'en connais beaucoup comme ça dans les marchés un peu de partout. Les mamans qui vendent les tomates au sol, elles vendent le tas de tomates à 100 francs. C'est avec ça qu'elle nourrit sa famille. À cause de ce gouvernement qui n'arrive pas à donner du travail aux gens, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa population. Ce gouvernement de kleptomanes, usurpateurs, ce gouvernement de sanguinaires, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population, pourtant ils ont les moyens de le faire. Pourtant nous avons un pays aussi riche. Maintenant notre population est une population qui aime se battre aussi. De l'autre côté. Maintenant, quand la population se bat, vous venez encore les tuer avec les taxes. Vous venez les traumatiser avec les taxes. Comme si les taxes ne suffisent pas, vous mettez des unités spéciales, des gros bras, pour venir les bastonner et prendre leurs marchandises. Quand vous prenez les marchandises des gens là, vous vous dites que demain, ils vont aller au quartier faire quoi? Demain, ils vont aller au quartier faire quoi? Quand vous prenez les marchandises de ces gens, demain, ils vont partir faire quoi au quartier? C'est ce que je veux savoir. La maman là qui vendait les ignames, qui vendait le poisson fumé pour nourrir ses enfants, elle avait son capital de 50 000. Et tu sais comment elle a fait pour avoir le capital de 50 000 là? C'est avec ça qu'elle tourne depuis des mois. Pour nourrir, subvenir aux besoins de sa petite famille. Parce que le gouvernement est incapable de subvenir aux besoins des Camerounais. Vous pensez que la maman là va donner à manger à ses enfants? Comment? Elle a vendu en bordure de route. C'est quel argument ça, elle a vendu en bordure de route? Elle a vendu en bordure de route, c'est quel argument? Bon d'accord, elle ne vend plus en bordure de route. Vous allez prendre ses enfants en charge. L'école est gratuite. Quand les gens sont malades, elle va payer les médicaments avec quoi? Déjà que quand quelqu'un arrive même aux urgences de l'hôpital central, on fait les examens, après on tend l'ordonnance. On ne fait même pas les premiers soins. On fait les examens. Pardon, le docteur regarde, il dit que bon, j'ai besoin des examens. Excusez-moi, il dit même qu'on fait les examens. Donc il dit j'ai besoin de tel examen, tel examen, tel examen. Il écrit sur le papier, il donne. Il dit que payer les examens, c'est avant qu'on commence les soins. On te prescrit les examens de 100 000, 150 000. Tu es arrivé aux urgences de l'hôpital central. On te prescrit, on te dit qu'il faut d'abord faire les examens avant qu'on commence machin. On te demande 100 000, 150 000 pour les examens. Vous prenez maintenant les marchandises de ces gens qui n'ont aucune assurance. Ils n'ont rien, pas de mutuelle. Ils n'ont rien. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont obligés de faire ce petit boulot pour survivre. Vous créez une unité spéciale pour venir encore les traumatiser. Pour venir les terroriser. Et après, quand ils vont se rebeller, vous allez les traiter de terroristes. Pourtant, c'est vous qui avez formé ces terroristes-là. Regardez très bien ce qui s'est passé au marché central aujourd'hui. C'était le même processus. Les gars avaient déjà pris l'habitude de venir prendre les marchandises des gens et partir avec. Ils avaient l'habitude de venir prendre les marchandises des gens et partir avec. Voilà maintenant, les gars ont décidé que vous ne prendrez plus nos marchandises et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Vous avez la chance que beaucoup de Camerounais ne suivent pas les mouvements. En Tunisie, c'est cette affaire de communauté urbaine qui a fait démissionner le président. En Tunisie, un étudiant qui ne trouvait pas de travail, qui vendait les fruits et légumes. On est venu porter sa marchandise. Il s'est retrouvé comme ça là, qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Il s'est immolé. Il a pris le carburant, il a versé sur lui, il a mis le feu. Il a dit que donc, vous prenez mes marchandises comme ça là. J'ai ceci, j'ai ma famille à nourrir, j'ai mes cela. Il est resté comme ça là. Il t'a dit sa vie était finie. Il s'est immolé. Il a mis le carburant sur lui, il a mis le feu. Ça, c'est-à-dire, ça a créé un scandale mondial. Les gens sont sortis dans les rues. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait. Ils sont sortis dans les rues. Ils se sont assis partout à la place Tari, partout. Quelques jours plus tard, le président a démissionné parce que son système ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, Awara n'existe plus en Tunisie. Ça n'existe plus. Quand vous êtes mal positionné dans les marchés, on vient vous demander de bien vous positionner un point, un trait. Ce n'est plus qu'on vient vous brutaliser, on porte vos marchandises, on part, on mange, on fait ce qu'on veut faire avec. Non. Mais ils ont tout fait pour créer des marchés modernes. Ils ont installé les gens là-bas.
Regardez le marché central aujourd'hui. Timiévouna prend l'argent du contribuable. Il construit les bâtiments. Il dit que c'est pour louer les boutiques. La boutique ne fait même pas 1,5 m carré. Ça ne fait même pas 2 mètres carrés. Hein? Il dit que c'est pour louer. Il loue les boutiques. Il finit de construire les bâtiments. Il vend à des personnes qui font la sous-location. Où vend l'argent des boutiques que Timiévouna a construites là-bas au marché central à Mokolo, un peu de partout. Demandez-leur des comptes. Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas parce qu'ils font du business avec l'argent des Camerounais. C'est-à-dire, il prend l'argent du contribuable, il investit, il récupère son argent. Maintenant, il bouffe les bénéfices chaque mois. C'est comme ça que les gars font. C'est comme ça que les gens font. Les Timiévouna, c'est comme ça que Timiévouna fait avec l'argent du contribuable. Il prend, il construit les boutiques, après il revend. Il récupère l'argent. Maintenant, il bouffe le bénéfice chaque fois. Ils font la sous-location. Donc, il dit peut-être que telle personne a acheté telle boutique. Pourtant, la personne n'a pas acheté la boutique. C'est lui, Timiévouna, qui fait ça. Ils font juste les faux contrats. Il dit que la personne a acheté la boutique. Pourtant, c'est faux. Maintenant, il fait la sous-location derrière. Pourtant, c'est lui le vrai patron de la boutique. Il récupère l'argent. La personne a aussi son petit pourcentage chaque mois. C'est comme ça là qu'il fait le business avec l'argent du contribuable camerounais. Demandez-leur où est-ce que ça va. Et à combien est-ce qu'il loue les boutiques là? Il loue une petite boutique de 2 mètres carrés à 250 000, 150 000. Mes frères camerounais, ça c'était pour la parenthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous montrer à peu près, ce que c'est que une colère de la population. Et vous allez remarquer que face à cela, attendez. Vous allez remarquer que face à cela, les policiers n'avaient rien d'autre à faire que de fuir. Les policiers ont fui parce que la population était fâchée. Ce n'était plus les affaires que monter, descendu. Ils ont eux-mêmes vu la foule, ils ont fui. Regardez comment les gens poursuivaient les policiers. Les policiers de Paul Biya qui se sentent toujours forts là. Regardez, voilà le camion de la communauté urbaine. Regarde comment les populations les chassent avec les cailloux, les jets de pierre et consorts. On les chasse, les gars fuient alors qu'ils étaient venus là comme ça pour ramasser les marchandises des gens. Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Le marché central, à l'instant T, le marché central de Yaoundé. Il n'y a pas le civisme, regardez vous-même. Il n'y a pas le civisme dans un pays. La police est en train de changer avec la population. Où va le Cameroun? Yaoundé en direct. Vous avez vu comment les policiers ont fui, ils sont partis très loin là-bas. Ils ont fui. Face à la population, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Les gars ont fui. On les a chassés, ils ont fui. Alors que les gars venaient comme ça avec leurs gros bras pour porter encore les marchandises des gens et partir avec.
C'est leur quotidien, donc ils se nourrissent maintenant que de ça. Tu mets un policier dans la communauté, dans l'équipe spéciale de la communauté urbaine, si là, maintenant, le gars ne veut plus, il ne veut plus partir, il ne veut plus être affecté parce que c'est leur pain quotidien. Chaque jour, il sait qu'il peut pointer au moins 30 000. Chaque jour, parce que les gars terrorisent les commerçants. Parfois, ils font des descentes même 4 fois dans un marché. Même 4 fois dans un marché. Et vous voyez cette population-là. La population du marché central, c'est-à-dire tous les commerçants qu'il y a au marché central. La foule que vous voyez souvent au marché central, c'est-à-dire marché central, avenue Kennedy, marché Fundi. Ça suffit à chasser Paul Biya. Donc les gens ici que vous avez vu dans la vidéo là, ça suffit pour chasser Paul Biya. Ça suffit. Pas besoin de plus que ça. C'est comme ça que ça a commencé en Tunisie. Exactement comme ça, à cause de la communauté urbaine. Un monsieur s'est immolé. Il a mis le feu sur lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les gars, le président a démissionné. Et le président a démissionné parce que lui au moins il avait du cœur. Il savait que non, voilà, si je reste là comme ça, là on risque même de m'égorger. Regardez comment les policiers qui se sentent trop forts, comment ils ont fui. Ils ont fui comme les moutons. On les chassait avec les cailloux. C'est comme ça quand le peuple se fâche. Revenons maintenant à cette histoire pour dire que peuple camerounais, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez plus faire. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Le peuple a la force du nombre et c'est lui qui peut donner tort. Dixit le général Valsero. Big up à toi mon frère. Ce qui est sûr, vous sortirez de là en héros. Oui, vous sortirez de là en héros. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Les haineux anti-Bamileke là. Vous qui haïssez Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke là. Vous qui le haïssez pas. Vous ne regardez pas les compétences de l'homme. Vous ne regardez pas les compétences de l'homme. Mais vous regardez plutôt son appartenance ethnique. Vous ne regardez même pas ce qu'un monsieur comme ça peut faire pour le Cameroun. Peut mettre sa tête pour faire. Vous regardez seulement que c'est un Bamileke, jamais. Un Bamileke, jamais un Bamileke au pouvoir. Même Grégoire, on avait dit ça, j'ai dit ici, qui vient de prouver le contraire. Que un Bamileke au pouvoir, jamais. Oui, parce qu'il est Bamileke, ça veut dire qu'il n'est plus intelligent, il n'est rien, juste parce qu'il est Bamileke. Le Bamileke est juste bon à faire le commerce. Voilà, exactement comme ça là. Un Maurice Kamto, des Maurice Kamto comme ça là, un pays a la chance d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto, moi, après 100 ans. Maurice Kamto, des personnes comme Maurice Kamto, le président élu, sont pris comme l'œuf dans d'autres pays. Mais curieusement, chez nous au Cameroun, un monsieur aussi intelligent, qui a une vision. C'est lui-là qui devient l'ennemi des haineux. Un monsieur qui peut sortir le peuple de la misère en un temps de mouvement. C'est lui-là qui devient, parce qu'ils savent qu'avec Maurice Kamto au pouvoir, ils savent très bien que si Maurice Kamto est au pouvoir là, toutes les manigances qu'ils avaient déjà orchestrées, ils s'assoient dans les bureaux pour bouffer là, ça va finir. Ils savent très bien. Ils ne veulent pas que ce soit quelqu'un qui travaille, qui soit au pouvoir, parce qu'ils ont leur manigance qui tisse constamment. Les gars ne vivent pas de leur salaire. Ils ne vivent pas de leur salaire. Ils vivent des manigances qui fabriquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'intelligent prenne le pouvoir. Ils veulent que ce soit toujours quelqu'un de leur clan pour continuer de jouir de leurs avantages. Parce que dans un pays sérieux, un pays qui se respecte, les travailleurs du gouvernement n'ont aucun avantage tant que la population n'est pas à l'aise. C'est comme ça. Regardez Thomas Sankara comment il avait fait. Regardez très bien un exemple à suivre, Thomas Sankara. Donc, pour dire que les haineux là, vous allez vous pendre. Parce que vous montez, vous descendez. Le président élu va prendre le pouvoir et il va exercer son mandat. Il va exercer son mandat. Que vous le voulez ou pas, c'est ça qui va se passer. Et il va mettre en route le développement du pays. Et maintenant, le jeune, parce qu'après lui, il a dit un seul mandat, il va faire un seul. Et après lui, le jeune qui va prendre maintenant va continuer. Donc, il va lancer les fondations du développement. Maintenant, le jeune qui va prendre va continuer. Et nous sommes prêts à aider. Nous travaillons dans un projet d'investissement d'au moins 10 millions d'euros chaque mois dans notre pays. Oui, nous travaillons, mais personne ne veut investir ça tant que le régime usurpateur Paul Biya est là actuellement. Personne. On attend. Quand il va partir, ça chauffe, ça nous bouillonne. On va le faire. Au moins, je vous dis au moins, chaque mois,
Chaque mois, on va investir au moins 10 millions d'euros dans notre pays chaque mois. Ça, je vous le garantis. Enregistrez cette vidéo pour me confronter avec ça plus tard. Quand on va chasser ce régime dictateur-là, vous allez dire que, n'est-ce pas, vous aviez dit qu'on va vous dire que, mais voilà ça qu'on est en train de faire. Au moins, et 10 millions d'euros même, c'est petit. C'est très petit même par rapport à ce qu'on est en train de s'arranger pour investir dans notre pays. Parce que oui, le développement va passer aussi par nous, par la population active. Si on veut seulement laisser ça entre les mains d'un individu, ou alors entre les mains d'une personne, il ne peut pas s'en sortir dans au moins 100 ans ou 150 ans. Parce que le niveau de pauvreté extrême et d'endettement dans lequel Paul Biya a mis le Cameroun, c'est incroyable. Donc il faudrait que nous, on se sacrifie vraiment. Comme je disais, le président élu, vous montez, vous descendez, il va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. C'est parti pour qu'il prenne le pouvoir. Vous allez le mettre en prison, vous l'incarcérez arbitrairement, ça ne change rien. Au contraire, ça lui donne encore plus de tonus. Remarquez, le monde entier en parle. Le monde entier en parle. Tout le monde parle seulement. Vous l'avez rendu encore plus célèbre. Du professeur Maurice Kamto. Tout le monde parle. Suivez les médias maintenant tous les jours. Aucun jour ne passe sans que RFI ne parle de ça. Et vous savez très bien, quand on commence à de ce côté-là, c'est dangereux. Je vous ai toujours dit, ne laissons pas que ce soit les étrangers qui viennent s'immiscer dans nos problèmes jusqu'à faire partie Biya. On risque le chaos. Parce que quand ils vont venir, ce ne sera pas pour nos beaux yeux, ils vont venir pour leurs intérêts. Et ils viendront. Sachez qu'ils viendront. La chute de Kadhafi, c'était toujours pareil. Ça prend du temps, mais quand c'est déclenché, pam, c'est fini. Hein. C'est fini, personne ne peut plus arrêter. Regardez, observez très bien la chute des dictateurs. Observez très bien comment Mobutu est parti. Aujourd'hui, il était en train de boire le café avec un ambassadeur. Le lendemain, c'était déjà son chassement. Regardez, observez très bien l'interview de l'ambassadeur américain. L'autre jusqu'à la CIA TV, il scande de Koro, patati patata, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, c'est monté, c'est descendu, on n'a pas coupé l'aide militaire. Ah, quand c'est pour prendre l'aide militaire, ce n'est pas l'ingérence étrangère. Donc les gens vous donnent l'argent, ils vous donnent les armements. Ce n'est pas l'ingérence. N'est-ce pas? Mais quand eux, ils veulent maintenant vous dire comment est-ce que vous devez gérer ça, ça devient l'ingérence. Quand ils veulent vous dire que non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, respectez les droits de l'homme, ça devient l'ingérence. Mais quand ils investissent des millions de dollars dans la défense de votre pays, dans l'armement et consorts, ce n'est pas l'ingérence. Soyez cohérents. Observez très bien la sortie du général américain là aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à mettre au département de la défense américaine, ils ont déjà commencé à mettre le problème du Cameroun à l'avant. Le général a été auditionné et c'est très dangereux. Quand un général américain est auditionné pour savoir, c'est pour que, je pense où c'est les sénateurs ou c'est les quoi, on les appelle encore comment là, si quelqu'un peut encore il y a une chambre aux États-Unis, n'est-ce pas, que quand les gars décident que bon, on donne le feu vert au président, règle-nous le problème du pays là, c'est fini, hein. C'est fini. Et le général si, écoutez un peu. Et le général si, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Là où il est en train d'être auditionné sur le problème anglophone au Cameroun et tout. Ils sont déjà en train de parler du problème du Cameroun parce que les atteintes aux droits de l'homme, c'est-à-dire c'est incroyable. Regardez très bien, il est en train de parler. C'est l'armée américaine qui parle déjà du problème du Cameroun. In October of 2017, when it came kind of to a head, the Anglophone states... Ah, merci le Congrès, merci beaucoup. ...form our own state, the Ambazonia state. There have been issues there with atrocities, issues with allegations of law of war issues, and this is something that brings all this to a head. Over the last several months or so, the State Department has put on hold several security force assistance programs. So right before the election in October, I, with the ambassador, went and paid a visit with President Biya, and we had a very direct conversation with him with regards to investigation of these atrocities, transparency of these atrocities, and appropriate battlefield behavior. Since that time,
The State Department has made a decision not to allocate significant money, but at the same time, they've released some money that's been on hold to things like Scan Eagle and Cessna aircraft that assist in the Boko Haram fight in the north. We still have programs that we continue with them, all kind of small engagements as well as exercises. We did have we talked about the state partnership program with Nebraska. We put that on hold, and in conjunction with the ambassador, AFRICOM, we decided not to pursue that because it wouldn't have been a good place for that particular group to be, so we put a halt to that. So the bottom line is right now in Cameroon, they have been a good partner with us counterterrorism-wise, but you can't neglect the fact that they have there are alleged atrocities and what's going on there. And so we continue to take our cues from the State Department and from the ambassador, and our level of engagement will continue, but not get out ahead of what the State Department would say is if we have to take other actions. We were very emphatic with President Villa that the behavior of his troops, the lack of transparency, could have a significant impact on our ability to work with them. Great. Quand vous voyez américaine qui a déjà mis le problème du Cameroun sur la table, voilà un abruti qui vient dire soldat. Vous voyez tout un général, Vous dites que c'est un soldat, il a en train de parler à son nom, mais vous êtes bête ou quoi? Alors Serge, comment tu vas, man? Comme le Cameroun. En tout cas, tu vas mieux que le Cameroun, hein, ça c'est sûr. Alors, non, mais j'ai vu ce qui s'est passé à Yaoundé ce matin, et c'est important de rappeler au peuple hein, que quand ils sont déterminés, ils sont forts. Moi, j'ai vu la police fuir. J'ai vu la police fuir, alors qu'en face, les gars n'avaient que les cailloux. Hein. Ils avaient que les cailloux. Ils avaient que les cailloux, en fait, en face. Donc, non, c'est important de rappeler au peuple que y a des gens qui nous disent que pourquoi vous ne venez pas vous battre. Je rappelle que ce n'est pas nous qui subissons. Regardez, chez moi, il y a l'électricité. Hein. Je n'ai pas de PB. Hein. Moi, je paie à la fin du mois, j'ai l'électricité. Toi, tu paies à la fin du mois, tu ne l'as pas. Donc, je te dis, va te battre. Un peu comme ton avocat, quand tu as un problème en justice, ton avocat te dit comment organiser ta défense. Ton avocat, pour prouver sa loyauté envers toi, n'est pas obligé d'aller en prison avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas obligé d'aller en prison avec toi pour prouver sa loyauté avec toi en prison. D'accord? Donc, nous, on est très bien. Regardez l'habit que j'ai une combinaison que mon monnaie Gobaï, donc on a essayé ça sur moi. Je suis en mode habillé exactement comme mon fils. Regarde mon fils. Voilà, je suis comme mon fils. Regarde mon fils. T'as vu? Sean, fais un coucou. Voilà. C'est ça. Donc, Sean. Donc, vous voyez, on n'a pas de problème. Hein. Si ce n'est que nous, famille, tout va bien, Max. Mais nous, on est très inquiets par ce qui se passe au Cameroun. Donc, même si de temps en temps, il faut se détendre avec ces mounas passer pour un clown. C'est pas des mounas. Les mounas, c'est les enfants. Bah oui, c'est mounas, c'est enfant, on doit là. Tu as dit, Ewa, Eba, Belalo, Belé. Je t'ai appris à compter comme ça, non? Parce qu'en tchang, c'est moche. Je t'avais dit que compter en tchang, c'est moche. Et comme papa n'est pas tribaliste, ça fait quoi, plutôt que de compter en tchang, que c'est pas beau, c'est pas très beau de compter 1, 2, 3, 4, 5 en tchang. Papa, il préfère compter en doigt là. Du coup, ça fait beau. Puisque même si le doigt n'est pas ma langue d'origine, ça reste une langue camerounaise. Et je suis camerounais. Bah voilà. Comment non, mais ça fait quoi si tu sais? Non, je sais pas, c'est pas terrible. Vas-y, montre au camerounais comment je t'ai appris à compter en doigt là. Vas-y. Et on. Vas-y. Et on, et bah. Ah, j'ai oublié. Ewo, Beba, Belalo, Belé. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ça, non, Max? Je crois que c'est bon, hein. Ewo, Beba, Belalo, Belé. Voilà. Donc c'est du. Voilà. C'est une langue. Camerounais. Est-ce que ton papa t'a dit de ne pas parler Douala parce qu'il est d'origine Tchang? Non. Pourquoi? Bah parce que il est camerounais et qu'il a le droit de parler la langue qu'il veut. Merci ma puce. Vous avez compris ou pas? Voilà. Je suis camerounais et j'ai le droit de parler la langue que je veux au Cameroun. C'est une petite fille de 9 ans qui le dit. C'est-à-dire que mes enfants savent que le papa, mes enfants savent que le papa, il est camerounais. Ils ne savent pas que le papa est camerounais, il est Tchang, cochonnard, et il n'a pas le droit d'aller. Tu sais comment on appelle? Non, bref, on en parle tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je profite d'ailleurs pour annoncer que j'ai tout à l'heure en exclusivité, en interview sur ma chaîne, le gars qui a fait tomber l'ambassadeur de Washington, le Camerounais qui l'a fait tomber. Donc, il va venir chez nous me raconter ça tout à l'heure en direct. On va regarder la vidéo des faits et puis il va nous raconter comment ça s'est passé, comment cet ambassadeur croyait qu'il était encore dans son pays.
Je reviens maintenant au sujet qui nous préoccupe. Je rappelle que le printemps arabe qui a fait tomber 4 présidents qui étaient enracinés comme des baobabs, c'est parti de Sidi Bouzid, où on a confisqué la marchandise d'un Joe qui se débrouillait. On a confisqué sa marchandise injustement, avec un pays où le taux de chômage frisait à l'époque les sommets. Il essaie de se débrouiller à vendre des légumes et des tomates. On vient confisquer sa marchandise. Ce petit événement a fait tomber Ben Ali, Kadhafi, Moubarak et Saleh. Bachar al-Assad en Syrie est dans la merde aujourd'hui. De ça, Voilà. c'est l'Algérie. Mais regardez ce petit événement. On vient chez vous, j'ai vu une vidéo que Max a publiée ici il y a quelques semaines, ou quelques mois d'ailleurs, où on brûle, où la voiture monte sur vos marchandises en plein marché. Vous êtes là, vous êtes au moins 400. Les mecs sont seulement 10. Ils n'ont même pas d'armes. Au lieu de les arrêter et de les massacrer, vous allez dire que j'encourage la violence. Non. Moi, je suis quelqu'un qui est pour la loi du talion. Voilà. Je suis pour la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Face à un gouvernement qui ne réfléchit pas, ça ne sert à rien d'utiliser les voies de réflexion. Dans un pays où l'État travaille normalement, la voie judiciaire est la voie... Par exemple, quelqu'un me gifle en France, je ne veux même pas m'amuser à aller bagarrer avec lui. D'ailleurs, si je bagarre avec lui, ce serait le service que je vais lui rendre. Moi, je m'en vais au commissariat. Hein. Même si tu es plus faible que moi, je vais plus te torcher en allant au commissariat. Boum. Tu vas avoir les emmerdes que ta vie. Quand tu envoies souvent les abrutis sur Internet, je vais battre un gars. Ouais, venez. J'ai dit, si tu me bats, si tu as la chance, je te bac. Comme ça, je te donne un coup de poing, tu bacs chez toi, tu es tranquille. Mais si je vais te foutre dans la merde, je me couche là, évanoui. C'est l'ambulance qui vient me chercher. Je vais pour boulot pendant 3 semaines et je te porte plainte. La sanction, c'est en interruption, c'est en nombre de jours d'interruption de travaux. On appelle ça les IT. Je te porte plainte. Tu es dans la merde, mon frère. Voilà. Donc, dans un pays de justice comme la France, je n'ai pas besoin d'aller bagarrer. Quelqu'un s'en prend à ma chose, je m'avais porté plainte. Max qui est là en face de moi, il a ce qu'on appelle la responsabilité civile. S'il casse mon iPhone, il n'y a même pas besoin de palabres. Il me donne le nom de son assurance, il fait le constat, l'assurance rembourse l'iPhone. Il n'y a pas de problème, on est dans un pays où tout va bien. Donc, il n'y a pas besoin. Si Max casse mon iPhone, je ne vais pas bagarrer Max, je vais pas aller au commissariat porter plainte. Ça ne va rien coûter à Max. Il a ce qu'on appelle la responsabilité civile. Il a juste à me donner le contact de son assureur. On fait un constat, il écrit à son assurance pour dire j'ai cassé le téléphone de Serge Anango. J'informe mon assurance qu'il y a l'assurance de Max qui va lui verser de l'argent pour monter. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est déjà passé un mois, c'est déjà arrivé. Donc, il n'y a pas besoin de parler dans un pays comme ici. Mais au Cameroun, c'est la jungle. Donc là-bas, étant donné que c'est ceux qui représentent la loi qui la violent, on ne peut donc plus compter sur la loi. C'est la raison pour laquelle j'étais pour qu'on arme les Ambazoniens et que je dis aujourd'hui que je suis pour que les Tontina prennent des armes pour chasser ce régime. Voilà, celui qui n'est pas content. Qu'il vienne à la prochaine marche, me le dit en face, je le casserai la gueule. Celui qui n'est pas content. Ou alors qu'il vienne avec une proposition réaliste pour qu'on sorte de là. Je rappelle les problèmes du Cameroun. Nozo, hold-up électoral, gabégie financière, d'accord? Malgouvernance. Voilà 4 gros problèmes. Abus, hein, avec des personnes normaux, justes, honnêtes, qui sont en prison aujourd'hui, quand les malhonnêtes qui ont volé 4 milliards de la canne sont en liberté, et mieux que ça, ont été promus. C'est quand même incroyable. Donc, il faut chasser ce gouvernement-là. Oh, ils sont prêts à tout pour rester. Ben, dans ce cas, proposez-nous une solution. Je ne veux pas entendre Saadina nous dire qu'on laisse bien gouverner. Non, ça, c'est hors de question. Je vous ai dit option A, bien, dégage. Option B, bien, dégage. Option C, bien, dégage. Option D, bien, dégage. Option E. Option F. Voilà. Donc, bien, il dégage. Il dégage, voilà. toi, alors, il dégage. Toute proposition qu'on doit déboucher sur le fait que bien dégage. Moi, je propose que les Tontina prennent les armes. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ma solution, qu'ils viennent en débattre, ils me disent non, je pense que les armes, ce n'est pas la bonne idée, blablabla, et me sortent une solution réaliste et je l'adopte. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution que celle-là face à un État voyou. Un État qui tire sur le pied de quelqu'un et lui demande de se lever et marcher, cher ami. Ailleurs en France, on tire sur un terroriste. Quand il n'est pas mort, c'est l'ambulance qui l'amène à l'hôpital. Au Cameroun, la police tire sur un innocent et lui demande de se lever pour marcher, mon frère. Non, c'est pas possible. Et après, c'est vous qui allez dire que les policiers américains sont racistes. Que je voie encore un Camerounais ici sur Internet, le jour qu'il y a un Max,
qu'il y a encore une fusillade aux États-Unis. J'entends encore un Cameroun ouvrir sa gueule pour dire que les Américains sont racistes. Parce que quand ça se passe au Cameroun, c'est normal. C'est normal. Mais quand ça se passe aux États-Unis, c'est le racisme. C'est incroyable. Non, non, non. Franchement. Mais c'est quoi ce peuple de légumes, quoi? On vient dans votre marché, vous êtes 400 là. On écrase vos marchandises avec la voiture. Vous regardez comme ça, là, vous ne dites rien. Après, vous allez venir sur Internet menacer Max. Que Max, je vais te battre, hein? Et quand je suis dehors, je ne Putain, vois jamais. là où il fallait te battre, là où il fallait protéger tes marchandises, connard, il fallait protéger tes marchandises, tabasser le mec qui l'a écrasé parce que rien n'autorise une autorité à dégrader le matériel d'une personne. Il peut saisir, confisquer, mais pas dégrader. Les seules choses qui ont détruit, c'est les drogues. Et encore, ça doit respecter une procédure. Ordonne, s'il te plaît. Et encore, c'est le juge qui ordonne la destruction des matériels. Voilà, c'est très important. C'est très important. Exactement, exactement. Donc, ces gars ne connaissent absolument rien. On vit dans un pays. C'est pour ça que je suis passé sur Afrique Média. Quand j'ai entendu Abel Elimbilobe dire qu'on a le droit de tirer sur les manifestants parce qu'ils sont sortis alors qu'ils n'avaient pas le droit, je suis devenu fou. Là, je suis devenu fou, man. Si j'avais Abel Elimbilobe devant moi, j'étais sur un plateau, je le rentrais dedans. Voilà quelqu'un qui justifie qu'on tire sur les innocents, mon cher ami. J'ai dit qu'Abel Elimbilobe, non, je l'ai juste insulté. J'aurais été sur le même plateau que lui, je montais sur la table, je le rentrais dedans, je le cassais la gueule. Des vieillards idiots comme ça, on n'en veut plus. Avec des salopards comme ça, on ne débat pas. On ne débat pas avec un animal. On ne donne pas la confiture à un cochon. Tu débats quoi lui? Tu te vas débattre avec un Nassim Baga, Max. Tu vas débattre quoi lui? Tu vas débattre quoi lui? Tu te vas débattre avec un mec caméra? Qui ça? Tu sais, le gars là qui est un peu sidéen là, non? Il est comme ça et tout, ça te dit pas des choses. Quand on parlait de vrais trucs, vraiment, il ne faut plus prononcer qui sont perdus dans leur... Ils n'ont même pas de tête déjà, ils sont perdus dans leur ventre. Donc, franchement... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas débattre avec ce type d'animal. C'est impossible. Donc, il faut comprendre qu'il y a un traitement qui est propre à ces gens-là. C'est l'humiliation. Ça les énerve. Ils ont le macabo. Et c'est exactement le but. Plus ça vous énerve, plus vous avez le macabo. D'ailleurs, Max, il n'y a plus de captures qui sont commodes là. Moi, je cherche les captures depuis Joe. Une capture où tu tiens les dos de bien, non? Il paraît que tu es aussi un espion, non? Mais mets-moi un peu ça. Tu es un espion. Je vais dire quelque chose. Et je vais le redire encore ici. Et je vais l'affirmer. Moi, je m'en fais bientôt, Jean. Moi, là, si je vois l'argent, j'entre dans l'ambassade du Cameroun, là, comme nous sommes entrés, parce qu'on ira encore, si les gens là s'amusent à faire des conneries, on ira encore. Et cette fois-là, on va mieux s'arranger et on va prendre cette ambassade, on va faire au moins 3 jours là-bas. Personne ne viendra nous déloger. Donc, on va bien se préparer pour ça. Donc, non, mais Max, je dis, déjà quand ce jour-là, mettez même 500 000 € dans le coffre que je vois, je vais prendre. Vous avez compris? Je vais prendre. Vous avez compris, non? Donc, ne pensez pas que j'ai peur de le dire. Donc, si je vois, je prends notre argent. Les gars font comme si on avait plus de 70 000 € à l'ambassade de Rio. On prend sans faire le direct sur Facebook qu'on a pris. Vous allez me faire quoi? On aurait filmé le butin. Non, mais Max, si 70 000 € étaient accessibles à l'ambassade, quand c'est l'ambassadeur qui doit se justifier, voilà. Ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement. L'ambassadeur qui doit expliquer comment 70 000 € traînent comme ça en portée de tout. On ne blague pas l'argent du contribuable. Ça veut donc dire que c'est un irresponsable, c'est un service qu'on plaisante avec l'argent du contribuable. C'est grave. Non. Si on avait chauffé les 70 colos là, on se serait filmé après. C'est-à-dire que quand la police aurait chassé là, on aurait reconvoqué une autre assise. On aurait mis les 70 € comme ça sur la table pour dire voilà le butin. Les sardinats seraient restés devant l'écran. Ils auraient eu le macabo et on les aurait emmerdés parce que c'est l'argent du peuple. Voilà. On devait prendre ça. Donc, pardon, la prochaine fois, je vais prendre tout ça. On va faire le transfert directement à la fondation. Il y a passé les gens en ont besoin là-bas. Max, qui t'a été traité de voleur, n'est-ce pas? Autant d'être. Next time qu'on va saisir l'ambassade, on prend le matos pour forcer le coffre-fort. On aura de quoi faire. On a eu 6 ans, non? Si on voulait voler le coffre-fort. Ils nous ont donné une bonne idée. Donc, on prend l'argent là-bas et ils commettent des atrocités au pays. D'accord. Tu as vu tous les cerveaux qu'il y avait là-bas dedans. Je te dis que si on voulait dévaliser les coffres forts, on a eu 6 heures pour le faire avant que la police ne nous mouffe. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait bien back chez lui là, prendre le matériel, le marteau, burin, tout ce qu'il faut. On dévalisait ça. Comme les gars ont voulu hier qu'on ait des voleurs là. La prochaine fois qu'on va saisir l'ambassade,
on va exploser les bêtises. On met la dynamite. De toute façon, on va cramer les bêtises. Hein. Next time, quand ces ambassades, on crame les bêtises. Donc, on vient avec la dynamite. On ne va pas cramer les dos dedans. Quitte à brûler l'ambassade, autant sauver les dos. Hein, man? Donc, on va dynamiter les coffres forts. Là, la dynamite, c'est combien ça coûte? Rien. On va dynamiter les bêtises. On a 6 heures de temps quand on saisit l'ambassade. La police, quand même, ne peut pas jouer. Et les Sardinats n'ont pas les couilles pour venir nous affronter sur place. On espérerait qu'ils viennent. On espérerait que les Sardinats viennent. Sardinats, venez. Quand il y a manifestation à Paris, venez, les gars. Il faut venir. On essaie. Quoi? Bon, voilà, Serge, tu chutes alors, je vais continuer avec la suite parce qu'il va falloir que tu commences. Je vais chuter. Donc, les gars, on se retrouve tout à l'heure pour un direct, bien entendu, qui sera consacré au Sardinat. Mais mieux que ça, on va recevoir le Camerounais qui a fait tomber l'ambassadeur de Washington, qui lui s'écrit en Sardinavie. Hein, et actuellement, il doit répondre devant un juge. Donc, je laisse continuer Max en rappelant aux Camerounais que plus vous êtes forts, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes déterminés, plus les autres vont reculer. Et ne laissez plus les gens porter atteinte à votre matériel au mépris de la loi. À chaque fois que quelqu'un veut saisir votre matériel, vous lui demandez la procédure qu'il respecte. S'il ne respecte aucune procédure, vous devez faire preuve de solidarité. C'est-à-dire que si c'est un commerçant qui est abusé, tous les autres doivent sortir comme un seul homme contre eux. C'est comme ça qu'on a libéré l'Amérique. Parce que des gens, à un moment donné, ont jeté du thé à la mer. Ils en avaient marre que les colons anglophones lui prennent des taxes dessus. Ils ont été solidaires et c'est des sacrifices. Pour forcer la France à baisser les taxes sur le lait, les agriculteurs ont versé des litres de lait dans les champs. À un moment donné, il n'y a aucune révolution sans sacrifice. Tant que vous trouvez la situation normale, l'oppression n'a aucune raison de la changer. Voilà. Excusez-moi, mesdames. T'as rien entendu. Bon, d'accord. Ok, je chute Max et je te laisse continuer ton émission tout en disant à nos amis qu'on se retrouve tout de suite après. SATV 2018. On devrait s'amuser un petit peu. Bon, je vous rassure, je vais pas en clown. À tout à l'heure. Bye bye. Voilà. Donc, maintenant, quand on a fini de dire ceci, on va vous dire quelque chose qui est très grave qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. C'est bien comme il y a même 1700 personnes qui sont connectées. Est-ce que vous savez qu'actuellement, au Cameroun, à Buea, et dans quelques autres villes dans les régions anglophones, il y a une arrestation massive de jeunes garçons. Quand on vous dit que Paul Biya c'est Hitler, vous ne comprenez pas. À Buea, à l'heure où je vous parle, il y a une arrestation massive de jeunes garçons. Les hommes, c'est-à-dire tous les hommes et les jeunes garçons de la ville sont arrêtés. On les arrête et on les transporte vers des lieux inconnus. Ça se fait encore de nos jours. Nous sommes en 2019, nous sommes au 21e siècle, mon frère. L'esclavage dans son propre pays. Les militaires encerclent les quartiers, ils prennent tous les jeunes garçons, ils partent avec eux. Et les Camerounais, vous ne dites rien. Ce sont les animaux, ce sont des animaux qu'on est en train de transporter comme ça pour partir. C'est-à-dire, on vous fait sortir. On prend, on vous fait sortir, on vous fait asseoir dans les rues. On rafle tous les jeunes garçons, on part avec eux. Personne ne dit rien. Mais, attendez, écoutez bien, hein. Écoutez ce qui se passe dans notre pays. Écoutez. Ils partent dans les universités, les campus universitaires, systématiquement, tous les jeunes garçons, tous. Ils les font asseoir. Attendez, je vous montre l'autre vidéo encore. Regardez comment ils ont arrêté. Ah non, ça c'est la population de droite. Regardez, observez bien. Vous allez voir comment ils arrêtent les gens, les jeunes, les hommes, rien que des hommes. Tout partout, c'est vide. Ils ont arrêté tous les hommes. Ils partent partout. Regardez, vous avez vu. Ils les arrêtent tous. Dès qu'ils finissent de les arrêter, ils partent avec eux. Regardez. Regardez bien. Et ce sont les ordres qui viennent de Yaoundé. Moi, je n'en veux pas à ces militaires. Ce sont les ordres qui viennent de Yaoundé. Regardez.
Voilà les jeunes, on les arrête. Regardez bien, tout ça sont les jeunes hommes. Les jeunes hommes. Regarde comment on les arrête. Et on les bastonne même. Regardez. On les fait partir. Regardez bien une déportation massive des hommes dans leur propre pays. Regardez. Regardez. On arrête des centaines de personnes, on part avec eux. Regardez vous-même la sorcellerie dans notre pays. Regardez. Les militaires, les policiers, les gendarmes, tous, ils arrêtent. Ils partent avec eux. Vous voyez la magie dans notre pays? Vous voyez ce qui se passe dans notre pays là? Vous voyez ce qui se passe dans notre pays là? Et après on va retrouver des cadavres. Vous voyez ça? Paul Biya devient bête, il devient fou à cause du pouvoir. Ces populations, s'ils revendiquent quelque chose de légitime, ils revendiquent des meilleures conditions de vie. S'ils avaient des meilleures conditions de vie, s'il y avait un bon partage du gâteau, ils ne devaient pas avoir cette situation. Laissez-moi vous dire que cette guerre coûte à moins 6 milliards de francs par mois aux contribuables camerounais. Ça coûte en moyenne 6 milliards de francs aux contribuables camerounais. Les militaires que vous voyez là, ils obéissent aux ordres. C'est leur argument. J'obéis aux ordres. Bon, quand tu vois, ils obéissent aux ordres, les ordres donnés. Ils obéissent aux ordres. Là où moi je reproche maintenant les militaires, c'est qu'ils font comme s'ils n'ont pas de cerveau. Moi je ne les en veux pas. Ils disent qu'ils obéissent aux ordres. C'est un peu comme quand tu envoies le militaire en guerre tirer, on tire, lui aussi tire. Il dit qu'il obéit aux ordres. C'est son argument. Il obéit aux ordres. D'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu n'as pas un cerveau, mon frère militaire, parce que je suis déjà arrivé sur vous? Est-ce que vous n'avez pas un cerveau? Voilà le docteur, le directeur de l'hôpital de Buea. Le directeur de l'hôpital de Buea se plaint de l'abandon des corps des militaires à la morgue. On abandonne les corps des militaires à la morgue de Buea. Voilà le directeur qui parle. Écoutez-le. At present at the regional hospital, Buea. Attends un peu, réécoutons. About 15 corpses abandoned at present at the regional hospital, Buea. Most of these corpses are brought in either by forces of law and order or by sympathizers at the roadside who pick corpses from the roadside. And we have no choice but to receive these corpses, preserve them, and keep them hoping that somebody, someday, somehow, will show up. But, okay, take 15 corpses, each paying 5,000 francs a day for 1 month. For 1 month, that's 150,000 francs per corpse. For 15 corpses, you calculate how much that is and multiply that by 6 months. Are you seeing how much money that is? That's getting to between 3 to 4 million francs. That is just one aspect that the hospital loses. Patients come in with injuries, we take them to theater and treat them, and there's no carer showing up. We will not stop cleaning their wounds. Sometimes it costs a lot. It's costing us a lot having to preserve corpses, anonymous. The corpses occupy space in the mortuary. And most often when people come and they tell them the mortuary is full, they don't understand. These are all the challenges that we have. We once more take advantage of this to call on the public to pass around the mortuary to see if they can identify any of these corpses. Vous avez vu? Vous avez entendu? Mes frères militaires, est-ce que vous n'avez pas de cerveau? Vous avez vu ce qu'on fait de vos corps après votre mort? On abandonne dans les morgues. Ah, j'oubliais, quand tu es mort, tu ne sais même plus ce qui se passe. D'accord, je parle à vos collègues maintenant et à vos familles. Quand vos frères meurent dans les régions anglophones, on abandonne les corps. Le même gouvernement, les généraux, les colonels qui les envoient sur le terrain là, ils ne savent même plus s'ils existent. Voilà donc ce qui arrive après la mort de vos collègues. On abandonne les corps dans les morgues.
On abandonne les corps. Donc si on abandonne déjà les corps, combien de fois les familles? Je vous rappelle que lorsqu'un militaire tombe, c'est un vert ou jaune en moins. Parce qu'un militaire, ça coûte cher à l'État. Ça coûte cher aux contribuables. Donc quand un militaire tombe, il y a les honneurs militaires qui suivent pour rendre hommage à son corps, à celui-là qui s'est sacrifié pour la nation. Comme vous dites que les militaires là, bravo soldats, comme les Sardinats sont forts pour dire ça ici, bravo soldats, vaillants soldats, vaillants soldats. Allez retirer leur corps à la morgue de Boya, les gars. Allez retirer le corps des vaillants soldats que vous dites tous les jours. Honneur et fidélité, patrie, la patrie d'abord, ma patrie d'abord. Vaillants soldats, le soldat, bravo soldat, rip soldat, rip. Et les gens là sont forts pour dire rip. Rip soldat, rip, tu es un brave soldat. Tu es un brave. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez retirer le corps des braves soldats dans la morgue de Boya. Vous donnez à leur famille et dans plusieurs morgues là-bas dans les régions anglophones. Vous donnez à leur famille, ils s'en vont enterrer, non? Hein, les gars? Hein, les Sardinats? Hein? Vous savez seulement dire braves soldats. Nous, au moins, on parle des réfugiés. Après, on lance des quêtes pour envoyer là-bas. Bon, maintenant, tous les Sardinats qui font du matu vu là, sur les réseaux sociaux là, vous aidez les militaires là maintenant en faisant quoi? En disant RIP. Tu viens là, RIP, soldat, la patrie, la patrie, il s'est sacrifié pour la nation. Oh, bravo, soldat. Oh, bravo, les grands patriotes, les patriotes, bravo. Maintenant, les corps des soldats là sont abandonnés à la morgue, les gars. Ça dit que, allez alors maintenant payer, retirer les corps, enterrer, faites les honneurs militaires, non? Hein, les gars? Ce n'est plus les braves soldats, c'est maintenant les braves cadavres. C'est maintenant les braves cadavres. À un moment donné, soyons cohérents. Mes frères militaires, je suis sur vous, comme je disais. Vous avez vu, l'autre jour, je vous parlais de vos familles ici, là, même ma chaîne, quand on enterre, même quand il y a possibilité même de vous d'enterrer vos collègues. Je parlais de vos familles. Je parlais des familles des militaires. Quand le militaire tombe là, c'est bon pour lui, c'est bon pour sa famille, c'est bon comme ça. Hein. On vous envoie vers une mort certaine. Aucune armée au monde n'a jamais pu gagner face à la population. Vous nous donnez raison aujourd'hui, non? Vous allez nous dire que c'est parce que les Amba Boys se cachent dans la population. Oui, comment est-ce qu'une population qui est contre les Amba Boys parvient à cacher les Amba Boys chez eux? Il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Sadina Mayemki. Il est Bezamba Mayemki. Et Sadina, la tête là, Assigi. La tête, Assigi. Vous avez passé le temps à nous pomper ici comme quoi les populations sont contre les Amba Boys. Les populations sont contre les Amba Boys. Oh, les Amba Boys terrorisent les populations. Ce sont des terroristes. Ils terrorisent les populations. Ils raquettent, ils tuent, ils font ceci. Ah, moi je suis chez moi tranquillement. Amba Boy vient, il me terrorise. Après, quand il a besoin de cachette, il vient me dire que pardon, cache-moi. Je le prends, je le mets en bas de mon lit et je le cache. Alors que c'est lui qui me terrorise. Quel paradoxe. Vous voyez maintenant que vous tombez maintenant dans vos propres mensonges. Vous êtes en train de rafler des jeunes garçons à Boya et partout. Vous partez avec eux. Parce que vous avez peur des éventuels Amba Boys. Puisque vous savez que les Amba Boys ont le soutien de la population. Et je vous ai démontré ça ici à plusieurs reprises. Les Daniel et Sissima et autres vous ont démontré que les militaires sont là-bas comme ça, là, ils sont dépassés. Parce que quand une population soutient une cause, vous ne pouvez pas vaincre cette cause. Vous ne pouvez pas. À l'extrême nord, on a repoussé Boko Haram. Pourquoi? Parce que la population soutenait l'armée. Donc quand l'armée faisait une victoire, c'est la population qui faisait à manger, la population acclamait l'armée. Mais dans les régions anglophones, c'est différent. Ce sont les gens qui... C'est-à-dire, même vendre la nourriture aux militaires, personne ne vend la nourriture aux militaires. J'ai causé avec d'autres militaires l'autre jour, comme je vous ai dit là. Les gars disaient que mon frère, même pour manger, tu as tes 1000 francs en poche. Pour manger, tu ne peux pas.
Quand vous les voyez manger le chien là, comme vous avez vu la vidéo, ils sont en train de manger le chien là que j'ai posté là. C'est parce que les gars ne voient plus où la viande passe. Ils ne voient plus où la viande passe. Ils attrapent le chien de quelqu'un, les gars tuent seulement, ils mangent. Ils partent dans les champs, s'ils trouvent encore un régime de planté, ils peuvent prendre, ils partent seulement manger. Parce que même vendre la nourriture, on ne leur vend pas. Pourquoi on ne leur vend pas? Parce qu'ils viennent faire la guerre aux enfants, aux frères, aux sœurs, aux parents de ces populations. Comment j'ai mon cousin qui est Amba Boy? Mon cousin me protège, il dit qu'il se bat pour ma liberté. Qu'il se bat pour ma liberté. Moi, je vais le vendre aux militaires comment? Je vais le vendre aux militaires comment? Est-ce que vous entendez ça a un sens? Ça n'a pas de sens. C'est du gros mensonge gouvernemental. Paul Biya a fait son discours l'autre jour où il disait que voilà, il a entendu les cris, il a entendu les cris des populations et que les Amba Boys doivent déposer les armes. Sinon, il va donner l'ordre de les neutraliser. Attendez, excusez-moi si je parviens à retrouver l'extrait là, parce que j'aime toujours lire l'extrait là pour que les gens comprennent un peu la stupidité dans laquelle ce monsieur-là est. Voilà. Voici toujours l'extrait là. Voici l'extrait là, je vais vous lire. Je vais vous lire, vous écoutez attentivement et vous faites maintenant le parallèle avec les événements qu'il y a actuellement. C'est-à-dire, on arrête tous les jeunes là-bas. On part avec eux vers des destinations inconnues, les jeunes garçons. On part maison par maison pour arrêter les jeunes garçons. Et on les moleste. Hein. Quand on les arrête, on les moleste, on les tabasse, on les botte, on les amène. Écoutez bien ce que le monsieur dit. Le monsieur là, l'usurpateur du pouvoir à Yaoundé, regarde, écoutez bien ce qu'il dit. C'est le contexte qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui retiendra l'essentiel de mon attention. C'est comme ça son discours de fin d'année 2018. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur les problèmes qui les concernent. J'ai dit, et je le confirme, que j'éprouve la plus grande sollicitude envers les populations de ces deux régions. C'est la sollicitude là qu'on est en train de voir là, non? J'éprouve la plus grande sollicitude envers les populations de ces régions. Curieusement, depuis 2016 que ce problème a commencé, Paul Biya n'a jamais mis ses pieds là-bas. Jamais. Il est quitté du sommet des États-Unis, comme les Amazoniens l'avaient souillé là-bas. Il est arrivé à l'aéroport, il a dit, mais les gars là m'ont souillé. Il a déclaré la guerre directement. Donc, il dit, et je répète, j'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur les problèmes qui les concernent. J'ai dit, et je le confirme, que j'éprouve la plus grande sollicitude envers les populations de ces deux régions. Sollicitude ouah, sollicitude feu moine, au Swan, Paul Biya, au Swan. Je suis très sensible à leurs inquiétudes concernant leur sécurité et leurs aspirations touchant le retour au calme et à une vie sociale normale. Vous avez vu ce qu'il fait aux populations? Et il dit qu'il est sensible à leur douleur. Vous avez vu comment il envoie les militaires aller rafler tous les jeunes dans ces régions. Les jeunes garçons. Rappelez-vous très bien de ce qui se passait dans les camps de déportation nazis à l'époque. Les plus grands massacres qui ont jamais eu lieu. Paix à leurs âmes. Paix à leurs âmes, vraiment. Le massacre que Hitler avait perpétré contre le peuple juif. Le massacre. C'était exactement le même procédé. Regardez très bien. Comment on peut traiter des êtres humains de la sorte? Cette population que tu dis t'avoir élue, c'est elle que tu traites comme ça. Donc, bon, d'accord, supposons qu'en 2011, tu as été élu Paul Biya. Ce sont les gens-là qui t'ont élu, non? Ce sont les gens-là qui t'ont élu, non, Paul Biya? Alors, comment tu peux traiter les gens qui t'ont élu de la sorte, Paul Biya? On comprend que ces gens ne t'ont jamais élu. On ne comprend pas tes agissements que les gens-ci ne t'ont jamais élu. On ne comprend pas tes agissements que le peuple camerounais ne t'a jamais élu. Et tu le sais. Mais comme tu ne vis que du mensonge, de la tromperie, c'est pour ça que tu vas à tout prix museler le peuple, que le peuple ne s'exprime pas. Tu sais que le peuple ne t'aime pas. Parce que toi-même, tu n'aimes pas le peuple, Paul Biya. Tu sais pertinemment que le peuple ne t'aime pas. Je te lance un défi. Va un peu à l'avenue Kennedy, marche un peu là-bas. Marche un peu quelque part à la poste centrale, non? Marche seulement.
Prends même 2 gardes du corps seulement, tu marches. Tu marches seul. Tu as toujours besoin de toute une armée pour ta protection. Tu te protèges contre qui? Donc, on est dans un pays vraiment paradoxal. Un président qui dit qu'il est élu toujours dans les 80%, les 70%. Curieusement, quand il veut marcher dans la rue, il est entouré des militaires et des machins. C'est-à-dire, sa garde même seulement, c'est toute l'armée du Cameroun. Mais il dit qu'on l'a élu. Un président qui se comporte comme ça, c'est un président qui a été élu peut-être avec autre 1% de plus que son adversaire. Donc du coup, le gars dit que ses adversaires peuvent vouloir prendre le pouvoir. Mais toi, le président, tu dis que tu es populaire, si bien que la population te vote au moins à 70% chaque fois. Donc tu as 70% de la population avec toi. Mais tu es toujours obligé d'avoir la plus grande protection de la planète. Même quand Donald Trump marche, il n'a pas ce genre de protection. On voit Emmanuel Macron ici en France qui n'a même pas eu un gros pourcentage lors des élections, côtoyer les jeunes, côtoyer tout le monde, se frotter avec tout le monde. Il se frotte avec tout le monde, Emmanuel Macron. On voit les présidents, on voit Trump partout. On voit les présidents, les vrais présidents, pas les pètes-pètes, les vrais présidents, comment les gars sont là avec la population qui les a élus. Et ils marchent, ils vont même dans les endroits plus là où les gens ne les ont pas élus pour savoir, pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été élus dans ces régions et consorts, dans ces secteurs-là. C'est des vrais présidents qui ont été élus. Maintenant, toi, tu dis que tu as été élu à 74%, sors un peu à la poste centrale, tu marches. On t'a élu, non? On t'a voté, on t'a élu, non? Même dans ton propre village, tu marches avec les militaires. Et tu dis qu'on t'a élu. Menteur. Personne ne t'a jamais voté pour le bien. Prouve-moi le contraire. Maintenant, je continue. Écoutez, je reprends encore bien quand vous écoutez ce que Paul Biya dit. Et après, il déporte les jeunes. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur les problèmes qui les concernent. J'ai dit et je confirme que j'éprouve la plus grande sollicitude envers les populations de ces deux régions. Je suis très sensible à leurs inquiétudes concernant leur sécurité et leurs aspirations touchant le retour au calme et à une vie sociale. Si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, virgule, les forces de défense et de sécurité recevront les instructions de les neutraliser. Vous avez compris, non? On voit dans les instructions que tu as donné de les neutraliser là comme ça. Tu as demandé de neutraliser tous les jeunes garçons qui sont dans les régions anglophones. Voilà l'ordre que Paul Biya a donné. Neutraliser tous les jeunes garçons qui sont dans les régions anglophones. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous allez arrêter tous les jeunes garçons, ce sont les filles qui vont en prendre les armes. Oui, parce qu'il y a de cela 2 ans, quand je vous disais que les gens vont prendre les armes, vous disiez, ah, Marc, tu bavardes trop, tu vas. Voilà, maintenant ils ont les armes. Maintenant, vous partez rafler les jeunes garçons. Ce ne sont pas tous les Amba Boys. Les vrais Amba Boys sont dans les brousses. Les vrais Amba Boys sont dans les brousses. Vous allez les voir où? Maintenant, vous partez rafler les garçons innocents dans les universités un peu de partout. Vous attendez quoi? Vous les militaires là, vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Vous protégez quoi? Vous protégez des criminels sanguinaires? Vous protégez quoi? Qu'est-ce que le gouvernement usurpateur là a déjà fait pour le Cameroun? Maintenant, ils sont déjà en train de demander le transfert de 6 000 milliards quelque part dans les paradis fiscaux Bahamas. 6 000 milliards, je vous dis déjà que 6 000 milliards, c'est plus que le budget du Cameroun annuel. Le budget du Cameroun annuel est dans les 4 800 milliards. Donc 6 000 milliards, c'est 1 200 milliards en plus du budget annuel. Donc un pays là où on demande de virer 6 000 milliards alors que son budget c'est 4 000 milliards. Bon. Adon Siamo et les Toto viennent dire que les gens ont pris 70 000 euros à l'ambassade, machin. Si je voyais là, je prends un pian. Quand je finis maintenant de dire cela, je vais juste faire un dernier speech à mes frères militaires. Les gars, comme j'ai l'habitude de vous dire, arrêtez d'être le bouclier de ces sanguinaires, de ces prévaricateurs de la République, de ces personnes qui pillent notre pays, ces personnes qui nous tuent, ces personnes qui tuent nos enfants. Arrêtez d'être leur bouclier.
Vous avez signé, vous avez juré honneur et fidélité à la patrie et non aux individus. Vous avez le devoir et le droit de réfuter des ordres qui vont à l'encontre de ce que vous devriez normalement faire. Quand on te donne l'ordre de tuer quelqu'un, tu dois te poser la question de savoir, je le tue, pourquoi, en quoi est-ce que ça va avancer la patrie? Parce que ton rôle, c'est de servir, protéger et servir. Protéger et servir. On ne dit pas servir et protéger. On dit protéger et servir. Le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Quand un colonel, un commandant, n'importe qui te donne un ordre qui n'est pas normal, tu as le droit, tu as le devoir de réfuter cet ordre-là. C'est comme ça, le militaire. Tu n'es pas là pour les hommes. Tu ne travailles pas pour les politiciens, tu travailles pour la patrie. Honneur et fidélité à la patrie. Honneur et fidélité à la patrie. Prenez exemple sur les militaires américains, non? Prenez exemple sur les militaires français. Dans les pays développés, prenez exemple sur ces militaires-là. Honneur et fidélité à la patrie. Pas honneur et fidélité à un individu. Honneur et fidélité à la patrie. Vous jurez de protéger et servir la nation. Vous jurez de protéger et servir. Honneur et fidélité à la patrie. Protéger la nation. Quand vous protégez les gens qui volent, qui pillent l'argent du pays, au lieu de construire les hôpitaux, les routes, les écoles, vous aussi vous subissez. Parce que quand il y a accident de la route, comme on avait vu dernièrement, plusieurs éléments du BI sont morts là. C'est vous qui subissez toujours aussi. S'il y avait une bonne route, vous ne devriez pas être en train de subir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vos cadavres sont abandonnés dans les morgues. Dans un pays sérieux, ça ne se fait pas. C'est la priorité. Les cadavres des hommes en tenue, c'est la priorité. Même si la guerre là est non conventionnelle, mais quand il y a un cadavre d'un homme en tenue, c'est d'abord beaucoup d'argent que le contribuable paie. Parce que quand un militaire tombe, c'est beaucoup d'argent. On vous forme, on vous nourrit, on vous loge, on vous habille. Donc vous coûtez trop d'argent aux contribuables. Donc quand un militaire tombe, regardez, François Hollande était quitté de la France pour venir prendre le cadavre de 2 militaires français en Centrafrique. 2 militaires français. François Hollande est quitté de la France. Il est venu prendre lui-même, faire les honneurs militaires là-bas en Centrafrique, partir avec le corps de ces militaires-là pour les enterrer. Regardez ici en France l'autre jour, le gendarme qui avait sacrifié sa vie pour sauver les otages par rapport à l'attaque terroriste qu'il y avait eu. Vous avez vu l'honneur militaire qui a été réservé à ce gendarme? Le président lui-même s'est déplacé pour ça. Et c'est toujours comme ça, quand un homme en tenue tombe, on doit respecter le drapeau qu'il avait sur sa tenue, le drapeau, parce qu'il représente la nation. Même si on vous envoie faire des sales besognes et autres, vous, jusqu'à preuve du contraire, vous représentez quand même la nation. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun tue ses propres enfants. Parce que quand un militaire camerounais ouvre le feu sur un citoyen camerounais, c'est scandaleux, c'est un drame. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas toi le militaire qui tue, mais c'est le Cameroun qui tue. C'est la patrie, c'est la nation qui tue ses propres enfants. Parce que tu représentes la nation, tu représentes la patrie, tu es un symbole, un emblème. Tu dois servir, tu dois protéger ton pays des voleurs, des bandits, des brigands, de ceux qui peuvent détruire ce pays. Tu dois protéger, c'est ton devoir, parce que tu as juré de te sacrifier pour ce pays. Mais non, tu es en train de sacrifier ta vie pour les gens qui sont assis dans les bureaux en train de détourner les milliers de milliards. Hein? Tu protèges donc quoi? Les prévaricateurs de la République? Tu protèges de quoi? Ceux qui pillent, ceux qui détournent l'argent du pays? Tu protèges de quoi alors? Pourquoi est-ce que tu es un homme en tenue militaire? Pourquoi est-ce que tu es militaire?
Tu dois protéger ton pays. Alors, comment tu peux protéger ton pays en retournant ton bouclier contre le peuple qui a faim, le peuple qui est malade, le peuple qui est sous-éduqué? Comment tu peux protéger les gens qui conditionnent la vie des populations, les gens qui ont pris notre pays en otage, les gens qui se sont assis sur les caisses de la République, les gens qui se sont assis sur les caisses d'argent du pays, l'argent, cet argent-là qui devait servir à développer notre pays. Ces personnes se sont assises sur ça avec leur famille, ils bouffent, ils mangent, ils détournent, ils envoient ici en Europe un peu de partout dans les paradis fiscaux, ils achètent les grosses voitures, les grosses maisons. Allez voir les maisons que ces gens ont ici en Europe. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable. Cet argent-là devait servir à développer notre pays. Mais ces personnes prennent cet argent-là et ils mangent, ils bouffent. Ils s'asseyent dessus. Le peuple souffre. Comment toi, le militaire, un peuple qui souffre comme ça, tu peux encore le terroriser? Comment tu peux servir de bouclier à ceux-là qui ont détourné la vie des millions de Camerounais? Comment tu peux faire ça, toi, mon frère militaire? Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Dis-toi que mais si je tue mon frère là, même s'il dit qu'il est ambazonnier aujourd'hui, si je le tue, ça va avancer quoi à la cause du Cameroun? En quoi est-ce que je protège ma patrie en tuant ce gars qui a des problèmes politiques, qui revendique des histoires politiques? Est-ce que je dois tuer tous ceux qui font des revendications politiques, même si c'est viré aux armes? La paix n'a pas de prix. Une guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Quand les politiciens deviennent fous, les militaires doivent prendre le relais. Quand vous constatez que les politiciens deviennent fous, c'est à vous les militaires de remettre l'ordre. C'est votre rôle. C'est pour ça que vous êtes toujours neutre. Jamais un militaire ne doit ouvrir le feu sur son concitoyen. Parce que quand toi, le militaire qui représente le vert ou jaune, quand toi, le militaire, tu ouvres le feu sur ton concitoyen, ça veut dire que le pays, ça veut dire que la patrie, la nation tue son propre enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant là avait faim. L'enfant là a commencé à revendiquer. Si l'enfant là n'avait pas faim, il n'allait pas revendiquer. Assieds-toi. Fais un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Demande-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Cherche la cause et non les conséquences. Cherche la cause, le fond. Tu dis, mais pourquoi ces gens s'y revendiquaient? Est-ce que si les gens s'y avaient des bonnes routes, est-ce qu'ils allaient revendiquer? Est-ce que si les gens s'y avaient des écoles normales, allaient-ils revendiquer? Est-ce que si les gens s'y avaient des hôpitaux, est-ce que le système sanitaire, éducatif et autres était normal? Est-ce que les gars allaient revendiquer? Est-ce que si le niveau de vie était à la hauteur de nos richesses, allaient-ils revendiquer? Après, tu te poses maintenant la dernière question. Est-ce que si je les tue, ça va changer quelque chose? Est-ce que si je les tue, ça va faire avancer le pays? Non, parce que ce sont les hommes qui font avancer le pays. Ce sont les hommes qui construisent le pays. Alors quand tu tues les hommes, tu es en train de couper le pays. Tu es en train de freiner le développement de notre pays. Parce que les milliers de morts qu'il y a dans les régions anglophones, c'est des milliers de main-d'œuvre en moins. L'argent qui part à cause de cette guerre, au moins 6 000 milliards chaque mois. Ce que ces gens-là déclarent. Parce que si tu veux bien voir, dans les 6 000 milliards, les gars détournent au moins 3 000. Est-ce que l'argent qui part là, ça fait avancer le pays? Est-ce que la guerre fait avancer notre pays? Pose-toi cette question. Être militaire, ça ne veut pas dire être bête. Même si on dit que la majorité des militaires ont le CEPE, même le CEPE, c'est un diplôme. Tu as une capacité de réflexion. Pose-toi la question, mais je suis en train d'aller sacrifier maintenant ma vie. Pourquoi? On m'a dit que c'est pour mon pays, mais est-ce que ce qu'on fait là avance notre pays? Ça fait avancer notre pays? Je ne pense pas. Quel est mon rôle en tant que militaire? Je dois d'abord user de tous les moyens pour ne pas perdre en vie humaine.
Surtout ma propre population. Les gars, quand les gens viennent du dehors attaquer le Cameroun, vous devez les massacrer parce que c'est la loi internationale. Vous devez les massacrer. C'est votre rôle. Mais quand c'est les Camerounais, un problème interne, surtout un problème politique comme ce qui est en train de se passer là au pays actuellement, vous devez avoir l'esprit de discernement. Parce qu'un militaire ne retourne jamais, et alors au grand jamais, ses armes contre la population. Jamais. Au contraire, le militaire est là pour protéger la population, surtout contre les ennemis de la nation. Et un ennemi de la nation, c'est celui-là qui prend la vie de toute la population en otage, en détournant les fonds publics, en s'asseyant au lieu de travailler et en bouffant l'argent de la population. Voilà l'ennemi numéro 1 de la population. C'est aussi ton ennemi, monsieur le militaire. C'est ton ennemi aussi. Effacer une classe politique pour la remplacer, ça peut faire avancer notre pays. Imagine le pays en train de monter comme c'est en train de monter là. Nous aussi, on décide maintenant de financer des gens maintenant pour qu'on achète les armes, pour combattre ces régimes politiques. Qui va mourir? Ce sont eux? Non, monsieur. Monsieur le militaire, si nous là, si nous, on décide aussi de cotiser, parce que oui, c'est Facebook, comme certaines personnes disent, ça a aussi commencé sur Facebook. Les régions anglophones, ça a commencé sur Facebook. Voilà ça sur le terrain avec les AK-47, non? Nous aussi, si nous aujourd'hui, on s'assoit, on décide de financer, oui, parce qu'on a les moyens de le faire. On décide de financer maintenant, on dit que bon, d'accord, on va acheter les armes, on va chercher des mercenaires et on va aller maintenant faire la guerre à Paul Biya. Qui va mourir, selon vous, messieurs les militaires? C'est vous qui allez mourir. Mon frère militaire, monsieur, mon major, mon caporal, mon sergent, c'est toi qui vas mourir parce que le politicien là, il va aller se cacher. Le politicien là va aller se cacher, il va t'envoyer devant. Il va dire défendez le pays, défendez le pays. Et puis ce sera la guerre. On va tuer, 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 tuer. Mais c'est toi le militaire qui va mourir. Tu n'es pas militaire pour mourir, mon gars. Tu n'es pas militaire pour mourir. Tu es militaire pour protéger. Tu n'es pas militaire pour mourir. Alors s'il y a un moyen d'éviter la guerre, c'est le meilleur moyen. C'est comme ça qu'on fait. Et toi, le militaire, pour que ce genre de choses n'arrive pas, il ne faut pas que le peuple soit poussé à bout. Il ne faut pas que le peuple soit poussé à bout. Parce que si on est poussé à bout, regardez, exemple en Côte d'Ivoire. Tous les politiciens là, ils sont morts. Les politiciens qui étaient en train de créer le trouble politique en Côte d'Ivoire, ils sont morts. Non, ce sont les militaires des deux côtés avec la population. Ce sont eux qui sont morts. Mais les politiciens, là, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Exemple, le chef de guerre, Guillaume Soro, il est là en train de gérer la Côte d'Ivoire aujourd'hui, non? Les politiciens sont là. Laurent Gbagbo est toujours là, non? Il est vivant, non? Tous les politiciens là sont là. Mais c'est le bas peuple qui sera entre le marteau et l'enclume qui va souffrir de vos tirs. Et dans ces tirs-là, il y aura des militaires qui vont mourir, mourir et mourir. Et peut-être c'est toi, mon frère militaire qui est en train de me suivre. Tu n'es pas militaire pour te sacrifier pour des prévaricateurs de la République. Tu n'es pas militaire pour mourir. Ne confondez pas. Tu n'es pas entré dans l'armée pour mourir. Tu n'es pas entré dans l'armée pour ça. Tu es entré dans l'armée pour servir, protéger et servir. C'est pour ça que tu es entré. Et pour protéger et servir, on ne doit pas mourir. On meurt quand c'est le sacrifice extrême, c'est-à-dire le sacrifice ultime, autant pour moi, c'est-à-dire il y a une attaque étrangère dans notre pays. Là, automatiquement, le militaire maintenant va dire, bon, je vais stopper cette attaque, je me sacrifie pour ça. C'est ça. Mais tant qu'il n'y a pas d'attaque, qui attaque le Cameroun? À part Boko Haram qui est à l'extrême, non, nous tous, nous avons soutenu l'armée camerounaise avec Boko Haram, non? Alors pourquoi aujourd'hui on ne soutient pas l'armée camerounaise dans le nord-est et le sud-ouest? Il y a anguille sous roche. Posez-vous la question. Réveillez-vous de votre sommeil. Aidez-nous à chasser ces politiciens politicables véreux, ces usurpateurs, ces bandits, ces criminels. Voilà. Donc mes frères, revenez à de bons sentiments. Trop, c'est trop. Nous devons remettre notre pays sur pied. Nous devons aussi développer notre pays.
Voilà pourquoi nous crions tous les jours. Demain, nous avons une réunion ici à Paris pour faire des déclarations fortes. Demain, à Padova, il y a une grande marche en Italie. Tous ceux qui sont à Padova en Italie, allez-y à cette marche-là. C'est très, mais alors très important. Vous allez à cette marche à Padova. Je pense que c'est devant le consulat camerounais. Excusez-moi, je vais vous lire ça rapidement. Vous me donnez 2 secondes. Vous me donnez 2 secondes. Attendez un peu. Facebook, voilà. À Padova, oui. Demain à Padova. À la gare de train de Padova, dès 12 h. À la gare de train de Padova, dès 12 h. C'est en Italie. À la gare de train de Padova, dès 12 h. Le programme, 12 h, rassemblement et animation. À la Piazza Stazione. À 13 h, prise de parole suivant les thèmes du jour. 14h30, marche vers la Piazza Eremitani. Pardon, excusez-moi. Et à 16 h, fin de la marche. Donc rendez-vous demain pour ceux qui sont en Italie, à Padova. Soutenez l'alternance. C'est très important. Soutenez l'alternance. C'est très important. Demain, nous allons vous rendre compte de ce que nous allons faire ici comme réunion à Paris. Notre pays se meurt et seule la population a le pouvoir de stopper ça. Bonne soirée à vous et rendez-vous demain. Surtout, abonnez-vous à la nouvelle page Max Seigneur Ivoire, c'est très important. C'est là-bas que je vais faire les directs à partir de la semaine prochaine.